Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire tragique du bazar de la Charité. Nous sommes en 1897, au mois de mai. Comme plusieurs années déjà, la ville de Paris décide d'organiser une grande œuvre caritative. Comme une sorte de vide-grenier, les dames de la bourgeoisie parisienne sont conviées à venir vendre des parfums, des livres, des étoffes, des bijoux, des bibelots et autres objets divers afin que l'argent récolté serve à aider les nécessiteux, les hôpitaux et autres œuvres de bienfaisance. Pour l'occasion, la ville de Paris réquisitionne un terrain vide, rue Jean Goujon, dans le 8e arrondissement, sur lequel elle fait construire un grand bâtiment d'environ 1000 mètres carrés, en bois et rectangulaire, qui accueillera cet événement. Pour entrer dans ce bâtiment, on y installe 2 porte-tambours. Vous savez, ce sont ces grandes portes qui tournent, un peu comme on en trouve dans les grands hôtels ou dans les supermarchés. Particularité de ces porte-tambours, c'est qu'elles ne tournent que dans un sens. Voici les seuls moyens d'entrer et de sortir du bâtiment. À l'intérieur, pour que ce soit plus chaleureux et attrayant, les organisateurs décident de réquisitionner des décors de théâtre représentant des petites maisons. Ce sont des décors faits de bois, de papier mâché, de tissu et de carton qui serviront de stand, un peu comme les petits chalets de Noël sur les marchés, pour que les dames puissent s'y installer et vendre leurs petits objets. On va donc aligner toutes ces petites maisons de bois et on va reconstituer une rue marchande du Moyen-Âge avec des enseignes, des décorations, etc. Retenez bien la composition de ces décors de théâtre. Bois, papier mâché, tissu, carton. Le bâtiment construit basiquement, le bois, les poutres et les charpentes sont apparents. Et donc, au niveau du plafond, pour cacher et habiller un peu tout cela, on décide de tendre une grande toile de lin, que l'on appelle un vellum, et cela va cacher et couvrir l'intégralité du plafond du bâtiment. De plus, par précaution en cas de pluie, les bâtisseurs ont recouvert le toit avec du goudron pour le rendre plus étanche. Rendez-vous compte de la configuration en termes de sécurité. Un plafond et un toit recouverts de goudron, une grande toile de lin qui parcourt l'intégralité du bâtiment, des décors en bois, papier mâché, tissu, carton, le tout dans un bâtiment en bois fraîchement peint et verni. Malheureusement, on va rajouter encore un facteur accidentogène dans cette configuration déjà très limite. Rappelez-vous, nous sommes en 1897 et quelques années auparavant, les frères Lumière, Louis et Auguste, ont inventé l'ancêtre du cinéma, le cinématographe. Les organisateurs décident donc de présenter cette invention au tout Paris qui prévoit déjà de venir en masse pour cet événement. Donc, pour l'occasion, une sorte de salle de projection va être construite au sein du bâtiment. C'est une sorte de petite pièce aux cloisons de bois avec un rideau en guise de porte qui sert également à obscurcir la pièce. Et c'est donc dans cette pièce que l'on va projeter les tout premiers films, ceux des frères Lumière. Il faut savoir également qu'à l'époque, les films étaient sur de la pellicule celluloïde, matière plastique à base de nitrate de cellulose et souvent trempée dans de l'alcool pour qu'elles puissent garder leur souplesse pour ne pas casser. Enfin, pour parfaire ce tableau déjà bien anxiogène, nocif et dangereux, sachez que le projecteur utilisé pour diffuser les films des frères Lumière est un projecteur oxytérique, à savoir qui fonctionne à l'oxygène et à l'éther. En gros, vous aviez une sorte de réservoir que l'on remplissait d'éther et par pression, l'éther était projeté sur un morceau de craie ou de chaux qui faisait office de mèche qu'on allumait afin de produire une lumière très blanche et très vive qui permettait de projeter les images du film. Voilà en gros la configuration de l'endroit. Imaginez la dangerosité de la situation. Le bazar de la Charité ouvre ses portes malgré tout. Le tout Paris mondain se précipite pour acheter des babioles, passer du bon temps et surtout assister à la première projection des films des frères Lumière et découvrir cette fameuse invention, le cinématographe. Entre 1000 et 1200 personnes s'engouffrent dans le bâtiment. La salle de projection se remplit très vite et les spectateurs, les yeux écarquillés, découvrent ce qu'il se passe sur l'écran. Ils vont rire sur le film L'arroseur arrosé. Ils vont prendre peur devant le film L'arrivée du train en gare de La Ciotat, croyant naïvement que le train leur fonce dessus, et vont s'intéresser à la sortie de l'usine des frères Lumière à Lyon. Tout se passe bien jusqu'au moment où la lumière devient un peu moins intense. Il est peut-être temps de refaire le plein du réservoir d'éther du projecteur. Le projectionniste décide donc de remplir le réservoir avec de l'éther.
Le problème, c'est que cet alcool, hautement inflammable, dégage beaucoup de vapeur et de gaz. Aussi, ceux-ci vont remplir petit à petit la petite pièce, la transformant en gros réservoir de gaz. Le réservoir rempli, il ne restait plus qu'à allumer la mèche du projecteur. Une simple étincelle, une allumette ou un briquet de l'époque, peu importe, la pièce s'embrase instantanément avec les vapeurs d'éther. Le feu se propage à la vitesse de l'éclair. Les rideaux de tissu, les murs et décors de bois, les flammes qui attaquent le vélum en lin qui parcourt l'intégralité du bâtiment tombent en morceaux sur les personnes présentes, propageant encore plus vite l'incendie. Tous les matériaux hautement inflammables prennent feu. La propagation est si rapide que certaines personnes n'ont même pas le temps de réagir. Dans la panique, les convives cherchent à sortir du bâtiment en flammes. Mais les deux porte-tambours, qui ne tournent que dans un sens, deviennent vite impraticables dû au nombre de personnes s'agglutinant sur celles-ci. Bon nombre de personnes périrent brûlées dans les flammes, mais également asphyxiées dues aux fumées, piétinées ou étouffées par la masse de gens paniqués voulant échapper à la mort. Certains ont réussi à sortir, mais d'autres se retrouvent piégés dans ce brasier. L'incendie se déclara vers 16h15, 16h20 et 30 à 40 minutes plus tard, le bâtiment s'écroula dans son intégralité, piégeant ainsi les derniers survivants. L'incendie du bazar de la Charité fera 126 victimes et des centaines de blessés, principalement des femmes, entre autres les fameuses dames de la bourgeoisie qui avaient des stands à l'intérieur. Les mauvaises langues, ou rumeurs, dirent que cette tragédie tua principalement les femmes car les hommes avaient préféré fuir plutôt que de porter secours. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ce genre de festivité n'intéressait pas trop les hommes, qui préféraient attendre leurs femmes au café du coin, à fumer ou à jouer aux cartes. Mais malgré tout, certains témoignages parlent de la lâcheté de certains hommes, n'hésitant pas à frapper les femmes sur leur chemin en direction de la sortie, ne pensant qu'à sauver leur vie égoïstement. Et puis, beaucoup de femmes ont péri à cause de leur tenue. Ces grandes robes, larges, amples, qui se sont enflammées, les transformant en des torches humaines, et surtout peu pratiques pour courir ou se déplacer. Cet événement remet en cause également l'efficacité des pompiers de l'époque. Et surtout, il permit de pointer du doigt les failles de sécurité pour un tel événement. L'histoire nous montre que malheureusement, il faut souvent des événements tragiques et des dizaines, voire des centaines de morts pour que l'on prenne les choses en considération. À cause ou grâce à cet événement tragique, des règles de sécurité incendie ont été créées, renforcées et améliorées. À l'endroit même de la tragédie, une chapelle sera érigée en 1898 en mémoire des disparus de l'incendie du bazar de la Charité, la chapelle Notre-Dame de Consolation.